Guirassy met un triplé au Barça et Borja Iglesias aussi en met un au Barça. On est dans un monde où en une semaine, on a Guirassy et Borja Iglesias qui mettent des triplés au Barça. Et vous pensez qu'il n'y aura pas de sanction? Vous pensez vraiment qu'il n'y aura pas de sanction? Vous pensez que le Barça ne va pas gifler encore des équipes cette saison? Vous pensez que le Barça ne va pas gagner la Liga? Ou même la Copa? Ou même la Ligue des Champions? Non, non, non. Quel match, quel match, quel match. C'est fou. Franchement, c'est fou. Et si vous avez raté ce match-là, moi je vous le dis, hein, et c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner dans votre vie, allez voir la rediffusion. Allez la voir. Parce que là, c'était un match, mais c'était paranormal ce qui s'est passé. Là, je vais essayer un petit peu d'expliquer ce qui s'est passé, de donner mon avis, mais en soi, il s'est passé tellement de choses. Je pourrais en faire 10 vidéos pour expliquer plein de choses qui se sont passées dans différents types de contextes différents, d'un point de vue Celta Vigo, d'un point de vue Barça, offensif, défensif, arbitrage, émotion, etc. Waouh, 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 ça va être difficile. Je ferai certainement une vidéo analyse, je ne sais pas quand elle sortira, peut-être demain à midi. Je vais essayer en tout cas. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de kiffer. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire que ce Barça-là n'est jamais mort. Ce Barça-là, il croit jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Peu importe les circonstances, peu importe l'adversaire, peu importe le score du match ou même le niveau de Tech. Même si Tech fait 5 boulettes par match, le Barça pourra encore gagner. Et c'est fou, c'est fou. Ils ont une ressource mentale. Tout se passe dans la tête et tout se passe dans les pieds de la Yamal. Alors on va y revenir plus tard, mais en tout cas, déjà ce match-là, en soi, il commence plutôt bien. À la base, c'est Ferran Torres qui ouvre le score et en plus, c'est un très beau but. Tu te dis que ok, c'est pas mal. Mais après, Tech, il entre en scène et tout de suite, il fait une grosse boulette. Ok, à ce moment-là, c'est 1-1. Ça continue et puis tu vois que c'est 2-1 puis 3-1 pour le Celta Vigo. Et en fait, le truc, c'est que quand c'est 2-1 pour le Celta, le Barça va se précipiter pour essayer d'attaquer. Et c'est là qu'ils vont se mettre encore plus en danger. Et on voit que défensivement, ça a été catastrophique. Et on va voir encore beaucoup de gens parler du piège du hors-jeu, comme Omar Da Fonseca, par exemple, sur Bein Sport ou quoi. Ce que j'aimerais dire et ce qui est important pour moi à mentionner, c'est que pour moi, le problème n'est pas le piège du hors-jeu, n'est pas la ligne haute du Barça. Ça, on le sait, depuis le début de la saison, le Barça joue comme ça et il jouera comme ça jusqu'à la fin de la saison, quoi qu'il arrive. Le problème ici, dans un premier temps, pour moi, c'est que le bloc équipe était coupé en deux. On a vu un espace énorme entre la ligne défensive et la ligne offensive. Et le milieu de terrain était à des mètres et des mètres des autres coéquipiers, donc il ne pouvait pas être connecté. Et puis, par exemple, lors des phases de pressing, on avait donc le bloc équipe coupé en deux, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup d'espace entre l'attaque et la défense pour l'équipe adverse. Et puis, donc, la défense était souvent seule face à elle-même pour pouvoir gérer les attaques du Celta Vigo. Donc, forcément, là, c'est très dangereux parce que on l'a toujours expliqué, le piège du hors-jeu va avec un excellent pressing. Quand tu presses le porteur du ballon avec le piège du hors-jeu, c'est à ce moment-là que c'est très difficile pour le porteur du ballon de trouver une solution. Mais lorsque tu ne presses pas le porteur du ballon, à ce moment-là, il a tout le temps qu'il veut pour donner une passe dans le bon timing et donner un face-à-face à l'un de ses coéquipiers. C'est ce qui s'est passé et Borja Iglesias a eu plusieurs face-à-face et donc il a su marquer. Après, Tech aussi a été catastrophique, hein, mais vraiment catastrophique parce que en plus de ça, il y a 2 points. Il y a le pressing, mais il y a aussi le gardien. Lorsque la défense est prise un petit peu dans son dos et se fait avoir, le gardien aussi doit couvrir et monter très haut pour esquiver ce type de situation-là. Malheureusement, Tech a été bloqué sur sa ligne. On dirait qu'il n'arrivait pas à bouger. Il était asphyxié et il a posé beaucoup de problèmes au Barça à ce moment-là. Et puis, tu as vu sa boulette sur le premier but, c'est catastrophique. Et puis, tu vois à un moment donné aussi, il y a un ballon qui vient avec très peu de force, mais il n'arrive même pas à le capter. Et puis, tu as Mingueza qui va rater dans le but vide. À ce moment-là, heureusement que Mingueza fait une action catastrophique. Il a son raté monumental, mais Tech, c'est pas normal ce qu'il fait. C'est pas normal. Il fait vraiment un match catastrophique. Mais vraiment. À un moment donné, Inigo Martinez lui demande de venir le soutenir. Et il a 2 doigts de faire une faute, Inigo. À ce moment-là, il aurait pu prendre un carton rouge. Et je pense que c'était 3-2 ou 3-3, je ne sais plus exactement. Mais il s'est passé tellement de choses. Mais en tout cas, Tech a mis le Barça dans le rouge et a apporté beaucoup trop de difficultés à cette équipe. Ça, vraiment, c'est un problème. Donc, ok, il faut partir de ce postulat-là. Déjà, le pressing a posé problème. Ensuite, Tech aussi catastrophique, mais ce n'est pas tout. De Jong aussi, hein. Si on parle de choses qui n'ont pas été, De Jong, ça a été catastrophique.
On l'a vu, déjà pour moi avec ballon, il a été trop peu présent, il a été trop peu différentiel, et ça, c'est un gros problème. Mais en plus de ça, sans ballon, on l'a vu lui aussi, il a fait une boulette à un moment donné où il voulait contrôler un ballon, et il a voulu tenter quelque chose de compliqué, alors qu'il aurait pu se simplifier la vie en laissant passer le ballon, ou même ce qu'il faut se dire, c'est qu'en voulant jouer en action, il a permis à Borja Iglesias de ne pas être en position de hors-jeu. Donc quand on regarde là, c'est catastrophique ce qu'il a fait, mais de manière globale, je trouve que il n'a pas du tout couvert cette défense aussi, et ça a été un gros problème d'un point de vue défensif. Et comme je l'ai dit, avec ballon aussi, beaucoup trop statique, il n'a pratiquement rien apporté. Pedri jouait clairement pour deux. Vraiment un très mauvais match de De Jong, où on l'a retrouvé son côté un petit peu nonchalant et beaucoup trop peu pondérant avec ballon parce qu'il était trop statique et ne bougeait pas assez. J'ai pas du tout aimé son match, mais bon, en soi, Inigo et Pau Kubarasi, ça a été mauvais, trop fébrile. Ça, on l'a vu. Surtout Inigo qui a perdu aussi beaucoup de ballons à la relance. Gérard Martin, j'ai même pas envie d'en parler. Il a été complètement neutre. Et à chaque fois qu'il recevait le ballon lors des sorties de balles, la plupart du temps, il le perdait. Ça a été vraiment mauvais ce qu'il a fait. Offensivement, il n'apporte rien à part faire des passes en retrait. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, Gérard Martin? Après, bon, c'est le remplaçant de Baldé. On sait que son niveau est inférieur, mais on a envie un minimum plus, une tentative au moins. Et, je sais pas, moi, il peut essayer un dribble, il peut essayer un centre, je sais pas, quelque chose. Là, il ne fait rien. Et puis Jules Koundé aussi, bon, grosse activité avec le ballon, ok, il a su se proposer, etc. Mais sans ballon, je trouve que des fois aussi, il a fait quelques petites erreurs d'approximation. J'ai pas trop apprécié. Vraiment, j'ai pas trop apprécié toute la défense avec le gardien, avec Frenkie de Jong, ça a été mauvais. Mais de l'autre côté, ça a été beaucoup mieux. Bon, sans Lamine Yamal, on a vu que les joueurs faisaient très peu de différence individuelle. C'est fou à dire, mais avant son entrée, c'était Ferran Torres qui faisait le plus de différence dans ses conduites de balle. Ça montre bien le problème, mais une fois que Lamine Yamal et Dani Olmo sont entrés, ça a tout changé. Et Dani Olmo, j'en parlais dans ma dernière vidéo, c'est lui qui peut être le tournant de cette saison. C'est lui qui peut faire gagner des matchs très importants au Barça. Il entre et il change tout. Il met un but et il provoque un penalty. Voilà. Ciao. C'est fini. Lamine Yamal, il fait une passe D, mais tout de suite, on voit que dès qu'il touche le ballon, il peut y avoir du danger. Même si le Celta paraissait très difficilement bougeable, je ne sais quoi. Non, Lamine Yamal, il est là et il fait la différence toujours quand il le faut. C'est toujours comme ça avec lui. Et Dani Olmo entre les lignes, mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est puissant. C'est dingue. Maintenant, le problème aussi par rapport à Hansi Flick, c'est que on voit qu'il sort Fermin Lopez et Ferran Torres. Pour moi, c'était les deux meilleurs offensifs. Fermin aussi était très mobile. Il se proposait énormément. Du déchet encore à la finition, mais de manière globale, il a été très bon. Et je trouve que c'est des mauvais changements à ce moment-là. Surtout que Lewandowski reste sur le terrain alors qu'il fait un match mais fantomatique. Il ne sert à rien. Au final, il se blesse en plus. C'est une mauvaise nouvelle. La gestion d'Hansi Flick, il a peut-être pas bien senti les coups. Et ça, c'est un petit point noir aussi de ce match. Mais après, le vrai point positif, c'est les ressources mentales de cette équipe. Ils sont allés jusqu'au bout, ils se sont battus, ils se sont tués sur le terrain, ils ont tout donné. Et on voit que en quelques minutes, ils ont pu faire la différence. Rafinha, il met un doublé aussi. Un but de la tête et un penalty. Et le penalty, franchement, il faut avoir des cojones pour le mettre. Parce qu'il y a la pression, il y a le scénario qui est dingue, l'importance du match, l'importance du résultat. Et pourtant, il va mettre ce penalty. Il va faire la différence. Il va tirer en pleine lucarne côté opposé. Waouh, le mental de ce joueur, c'est quelque chose. Hein. Et je l'ai vu encore péter les plombs et moi ça me plaît pas. Vous savez très bien que ce côté-là de Rafinha je l'aime pas, mais ce côté où il va encaisser la pression et réussir à faire gagner le Barça quand il le faut, bah là chapeau, on se baisse et on applaudit. Enfin on baisse la tête et on applaudit tout simplement Rafinha parce que ouais c'est magnifique, doublé. Il a été extrêmement décisif dans un match clé pour la Liga. Parce que là, si tu le perds ou si tu fais match nul, tu perds des points très importants. Il y a d'autres échéances aussi qui arrivent et tu ne pourras plus faire le moindre faux pas. En tout cas, tu seras trop serré par rapport au Real Madrid. Et ça n'aurait pas été acceptable. En tout cas, voilà, déjà, ça fait plaisir. Mais de manière globale, ouais, en fait, le truc qui est fou, c'est que même quand le Barça est mené au score de par deux buts, parce que c'était 3-1, donc il y avait deux buts d'avance, en tout cas, je ne sais pas vous, mais de mon côté, je n'avais pas de pression. Je me disais qu'ils pouvaient le faire. Et s'il y a bien une équipe qui peut le faire à l'heure actuelle, c'est bien le Barça. C'est eux qui peuvent le faire. Ils l'ont prouvé je ne sais combien de fois cette saison et ils l'ont prouvé encore une fois aujourd'hui. Parce que c'est eux qui décident du sort des matchs. C'est aussi simple que ça. Donc, par rapport à ça, c'est fou d'avoir une telle confiance en son équipe. Après, comme je l'ai dit, on a vu quelques défauts d'un point de vue structurel par rapport au bloc équipe, par rapport aussi aux individualités qui ont été assez fébriles. Ça, je n'ai pas apprécié. Par exemple, Gérard Martin, s'il est titulaire au Classico ou face à l'Inter Milan, c'est pas très rassurant, c'est clairement un point faible de l'équipe. Et puis la charnière centrale, je trouvais que, ouais, comme je vous l'ai dit, ils ont manqué un peu de personnalité, ils sont pas allés assez fort sur les ballons et ils n'ont pas été assez dans l'anticipation, mais plutôt dans la réaction.
Et quand tu joues le piège du hors-jeu, quand tu as une défense qui prend autant de risques avec le style de jeu d'Hansi Flick, être dans la réaction, c'est très très dangereux. Et on l'a vu aujourd'hui, ça n'a pas pu payer parce que si tu es dans la réaction, il faut que physiquement tu sois une machine de guerre qui court à 2000 à l'heure. Et ce n'est pas leur cas parce que voilà, physiquement, ce n'est pas les meilleurs. Et justement, ils compensaient par l'anticipation, par la vision de jeu. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas et on l'a payé cash. Après, en soi, c'est un match où ça va moins bien. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Ils ont tellement fait des gros matchs qu'évidemment, on ne va pas leur en tenir rigueur. Par rapport à Tech, ça faisait un petit temps que ça se passait très bien pour lui. Il avait très mal commencé. Là, il est vraiment retombé dans ses travers. J'espère que c'est juste un match comme ça. Parce que déjà, face à Dortmund aussi, il provoque un penalty. C'est pas non plus son meilleur match. Là, encore une fois, il encaisse 3 buts. Et il est fautif clairement, grandement sur le premier. J'espère vraiment que dans les matchs importants, il ne va pas reproduire la même chose parce que là, il va nous tuer la saison et franchement, j'aurais la haine sur lui. Mais après, comme je l'ai dit, il a fait tellement de gros matchs aussi. Il a participé à la série d'invincibilité du club. Jusqu'à présent, il a été excellent. Il a vraiment beaucoup plus apporté de positif que de négatif, malgré ses débuts mauvais. Et ce match-là, on va retenir ce qui a été de mieux de son côté. Mais en tout cas, par rapport à tout ça, on a vécu un très grand match. Et encore une fois, une très grande victoire du Barça. Et encore une fois, un match dont on s'en rappellera dans les prochaines années, certainement. En tout cas, quand on reverra les images, on se dira, mais qu'est-ce qu'on a vécu à ce moment-là? Avec une grande entrée de la Yamal, Dani Olmo qui ont fait la différence. Ces deux-là, ces deux joueurs-là, c'est les deux joueurs différentiels du Barça. C'est aussi simple que ça. Il me faut kiffer. J'ai hâte de voir Dani Olmo enchaîner les matchs et continuer à marquer des buts importants. Je vous laisse là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.